Binge audio. Pour n'en avoir les codes que de manière très périphérique, je dois vous avouer que je ne comprends pas grand-chose à la télé-réalité. Je dois reconnaître aussi qu'une petite musique de mépris s'enclenche assez vite dans mon esprit quand le sujet arrive sur la table. Cette méconnaissance et ce dédain, ils sont un peu idiots, car ils empêchent de voir les nombreuses questions que pose cet exercice télévisuel installé depuis 20 ans sur nos petits écrans. Un univers complexe qui peut proposer des choses aussi radicalement différentes que la très soft Star Academy ou la très trash Frenchy Shore. Alors pour s'y retrouver, je vais passer les rênes à une experte, ma consoeur Constance Villanova, qui non seulement vient de signer un excellent livre sur le sujet, Vivre pour les caméras, qui est sorti chez JC Lattès, mais qui en plus a accepté le temps de 2 épisodes de nous emmener avec elle dans les méandres de la télé-réalité d'hier et d'aujourd'hui. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Célibataires coupés du monde. Philippe, Laure, Aziz, Loana, Jean-Édouard, Julie, Sylvie, Kimi, Fabrice Kenza. et Christophe. Filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans 9 semaines, ils ne seront plus que 2. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. 26 avril 2001. Sur M6, les Français se prennent en pleine gueule un nouveau registre audiovisuel, la télé-réalité. C'est le premier prime de Love Story. Dans cette adaptation du néerlandais Big Brother, 11 célibataires vivent ensemble, filmés 24 heures sur 24, coupés du monde dans un faux appartement planté au milieu des studios de la Plaine Saint-Denis. Les Français rencontrent les 11 premiers candidats de télé-réalité. Bonjour, je m'appelle Laure, j'ai 25 ans et j'ai appris que j'étais sélectionnée pour Love Story le jour de mon anniversaire. Beau cadeau, non? Laure est une fashion victime, les styles elle les adopte tous au gré de ses humeurs. Issue d'une famille aisée, la jeune fille s'amuse à cultiver son côté rebelle. Son péché mignon, les talons aiguilles. Loana a 23 ans. Depuis 5 ans, elle est go-go dancer. Je véhicule une certaine image, grand, blond, sexy, je travaille en boîte de nuit, donc paillettes, assez dénudée vu que je suis en string soutien-gorge. Mais en fait, je suis très introvertie, je suis timide, réservée, pudique. La vocation de Loana, ce n'était pas de danser sur des podiums. Mais à 17 ans, lorsque sa mère est hospitalisée, elle se retrouve seule pour faire face au quotidien. Je voulais vraiment faire des études poussées et en fait, la vie a fait que ma mère est partie de chez moi et elle m'a laissé l'appartement. Les médias, toutes lignes édito confondues, dissèquent le phénomène comme un objet exotique. La première télé-réalité française d'enfermement fait débat, partout. Un séisme sociétal. Le loft serait le miroir de la jeunesse française de l'aube des années 2000. J'ai décidé de rendre visite à Angela Laurente. À la fin des années 90, elle travaille pour la télévision française sur des documentaires et des émissions de témoignages avec Mireille Dumas. Et c'est dans le cadre de l'émission Vie privée, vie publique qu'elle traverse les Pyrénées pour un documentaire sur Big Brother Espagne. J'ai eu un coup de foudre sur la façon de filmer, sur la façon de récupérer les images. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus de vérité dans cette façon de travailler les histoires et de raconter les histoires que dans les docs classiques que j'avais moi-même réalisés. Et je me suis dit, c'est la télé de demain. À son retour, elle est contactée par Endemol, la boîte de production aux manettes de l'adaptation française qui deviendra Loft Story. Elle est nommée rédactrice en chef de la première saison. Pour dénicher les futurs lofters, la production diffuse une bande-annonce sur M6 sans dévoiler le nom de l'émission. Il faut avoir entre 18 et 35 ans et chercher l'amour. Endemol reçoit 13 000 courriers et sélectionne 500 profils. Le casting pour le loft démarre. En sirotant son café noir, Angela Laurente égrène, comme à son habitude depuis 20 ans, la recette magique du casting originel. Sur les 11, qu'est-ce qu'on a choisi comme casting du loft? Sur les 11 candidats qu'on a fait rentrer dans cette aventure, il y avait une chose qui me paraissait super importante, des différentes classes sociales, des différentes origines, des différentes façons de penser. Il y avait beaucoup de différences et des choses aussi
qui les unissait. Ils avaient un dénominateur commun, ils étaient extrêmement extravertis. On n'a jamais, et ça je veux le dire 300 000 fois s'il faut, on n'a jamais établi des profils. On n'a jamais établi des profils. Et je profite de le dire, contrairement aux documentaires, contrairement à des émissions de plateau. À ce moment-là, je me suis dit, la France n'est pas prête. Elle ne se rend pas compte. Elle n'a aucune connaissance de sa jeunesse. D'un côté, il y avait Télérama ou des autres journaux qui disaient les Lofts va débarquer en France, gros drama. Et de l'autre côté, tu avais une jeunesse que pour eux, c'était hyper normal d'être filmé, puisqu'à ce moment-là, il y avait les webcams. Ils n'avaient aucune connaissance des programmes qui ressemblaient à ça. La plupart, ils n'avaient même pas regardé les Big Brother de Anne Hollande, etc. Donc, ils étaient vierges de toute expérience. Comme nous aussi, on était vierges de toute expérience de production de ce genre de programmes. Le couple qui sort vainqueur de cette extraordinaire aventure qui a été Love Story pendant près de 70 jours, Christophe et Loana. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, c'est normal, c'est la sortie de tous les lofters avec les vainqueurs, ça chahute énormément, ça bouge de beaucoup, mais rassurez-vous, on va les emmener très rapidement vers leur voiture, ils vont monter 2 par 2. Après 3 mois coupés du monde, le soir de la finale, Loana et Christophe défilent sur les Champs-Élysées. À peine la vingtaine frôlée, le duo est abasourdi par cette nouvelle notoriété. Faire de la télé-réalité, ça rend célèbre. Le loft terminé, Angela Laurente devient directrice du département télé-réalité chez TF1 Productions. Armée de sa créativité sans faille, elle développe Secret Story. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 10 semaines. Greg le millionnaire. Il s'appelle Greg. Beau, séduisant, célibataire, il est en quête du grand amour. Il a 8 semaines pour trouver l'âme sœur parmi 20 splendides jeunes femmes. Il n'y a pas que sa beauté, il est pur, il est sincère. Ou l'île de la tentation. Sous le choc des images, Brandon enfreint toutes les règles de l'émission et s'échappe pour rejoindre Palmetto, le site des femmes. Hors de lui, Brandon s'est armé d'un bâton et devient totalement incontrôlable. Pendant 10 ans, être candidat n'est pas un métier. On participe à Secret Story pendant 2 mois et on reprend sa vie. On retourne à son vrai travail. Mais en 2011, une boîte de production décide de changer la donne. Elle s'appelle La Grosse Équipe. Elle est gérée par un trio, Jérémy Michalak, Alexandre Dos Santos dit Zumeo et Thibaut Vallès. Avec eux, naissent les anges de la télé-réalité sur Énergie 12. Pour la première fois à la télévision, 8 des plus grandes stars de télé-réalité vont participer à une aventure où chaque seconde sera vraie. Franchement, c'est un bon début. Vous les connaissez tous, Sénat, Amélie, Astrid, John David, Cindy Sander, Diana, Marlène et Stevie. C'est vraiment une villa, mais de ouf. Mais cette fois, pas de vote du public, pas d'élimination et pas d'enfermement. Ce soir, on va aller faire la fête. Leur seul but commun sera de conquérir les États-Unis. Peut-être ce sera la grande chance. Les anges recyclent des candidats vus ailleurs et castent une poignée d'anges anonymes, comprenez des inconnus. En parallèle, le groupe M6 et le géant de la production Banijay J lancent la même année les Ch'tis, qui surfent sur le succès du film de Danny Boone. Ce programme donnera ensuite naissance aux Marseillais. On ne suit plus une émission mais un candidat au travers de ses programmes quotidiens. Et pour Angela Laurente, la baronne de la télé-réalité Made in France, c'est ce virage qui a transformé le genre en sitcom. On recycle des gens qui sont allés pour des autres choses à des buts qui sont complètement bidons, comme être une star à Los Angeles. Donc, comme les anges, c'était... Vous avez fait carrière en France, donc déjà ils n'avaient pas fait carrière en France, vous allez faire carrière peut-être aux États-Unis, ça c'était l'enjeu du programme Les Anges. Mais évidemment, ils n'ont pas fait carrière déjà ici, et encore moins ils feront carrière aux États-Unis. Voilà, donc c'est vrai qu'ils rentrent dans un rôle un peu d'acteur, mais c'est pas des acteurs, parce que sinon c'est des très mauvais acteurs. Enfin bon, c'est pas... Mais je sais qu'il y a une candidate que j'aime beaucoup, elle me disait que quand elle avait fait Les Anges, elle était à la piscine à Los Angeles d'ailleurs, avec
des autres candidats. Elle bronzait la journée et puis elle savait qu'elle avait 20 minutes à faire. Elle me parlait en termes de 20 minutes de séquence. Donc elle me disait, je sais que je dois faire une séquence de 20 minutes. Donc à un moment donné, je vais aller dans la cuisine. Je vais estimer que, par exemple, elle n'est pas bien rangée. Je vais appeler une fille ou un garçon. Je vais me pourrir avec. Je sais qu'ils ont les 10 minutes, 15 minutes qu'il leur faut. Et après, je continue dans la piscine. Ces téléréalités quotidiennes, diffusées après l'école, cartonnent. Il y a les fameuses émissions de dating, comme La Villa des Cœurs Brisés, Les Princes et les Princesses de l'amour, où des candidats y enchaînent des dates et des coaching love, tous plus cucus les uns que les autres. On apprend au cœur brisé qu'avant de panser ses plaies, P-A-N-S-E-R, il faut penser ses plaies, P-E-N-S-E-R. Il y a aussi les jeux comme les Marseillais contre le reste du monde ou les apprentis aventuriers. Objectif des participants, remporter des épreuves physiques, réussir dans un domaine professionnel ou rencontrer l'amour. But officieux, histoire de cul et fameuse séquence de clash, ces disputes artificielles déclenchées pour un rien. Moi je suis pas Nelly. Non, je te dis non. Tu es pas Nelly, tu dis je m'en Ferme ta gueule. Arrête-toi, il dit la tête de ma mère, arrête-toi. Et j'ai tout envoyé en l'air. Voilà, il sait très bien que quand j'envoie tout en l'air, faut arrêter. Et il continue. Ah, c'est toi. Arrête, ça j'aime pas ça. C'est toi, tu me dis Dis-moi, c'est toi. Et dis, tu as la chance que c'est toi. Tu as la chance que c'est toi. Arrête. Arrête-toi, tu as la chance que c'est toi. Elle a pété un plomb un peu cher, je comprends pas. On parle d'Eddie, c'est Eddie. Je comprends pas qu'on peut arriver pour une histoire de salade. Je comprends pas. Baisse-moi, fais-moi les derniers, quoi. Ah, elle a faim ou quoi? Toute la maison est crapée. Allez, reste dans ta chambre alors. Eh bien, reste-y dans ta chambre. Qu'est-ce que tu nous casses les Là, clairement, mon cerveau, il fait 3 tours dans ma tête. Je pète un plomb, je vrille totalement. Non, là, clairement, Raoul, je ne peux plus la blairer. Je suis prête à lui sauter dessus, tel un chien en chat. Pour comprendre quels sont les profils qui participent, j'ai rencontré Victoria Carayon-Dufay, directrice de casting. Alors, je travaille en télé-réalité depuis 2010. J'ai fait des stages en production à l'époque des Anges de la télé-réalité, donc pas du tout casting. Et pendant ce stage, j'ai découvert un casteur qui s'appelle Alexandre Lalo, qui était sur le casting des Anges. Et un jour, ce fameux directeur de casting m'a proposé de me lancer dedans. Moi, j'avais pas trop d'issue à ce moment-là, donc j'ai dit oui. Et j'ai fait le casting de Qui veut épouser mon fils. J'ai adoré. Et donc du coup j'ai continué. Il y avait beaucoup de castings sauvages où on allait dans des régions en particulier où on pense qu'il y a plus de persos, voilà. Et aujourd'hui les réseaux sociaux ça a quand même changé la donne parce qu'en fait les gens s'affichent. Je les trouve où ? Sur les applications de rencontres. Donc du coup, j'ai fait tous mes castings sur OkCupid, le début de Tinder, etc. Et comme ça, t'as le choix. Donc aujourd'hui, ensuite il y a eu Instagram à la même époque. Aujourd'hui, il y a TikTok, les gens se mettent en scène. Donc on a une idée un peu du potentiel. Ça facilite beaucoup la chose. Victoria me liste les candidats emblématiques de la télé-réalité qu'elle a dégotés au fil des années. Ilona Gauss, Steven de Qui veut épouser mon fils ou Léa Marie. Pour elle, un bon candidat doit cocher plusieurs cases. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre, c'est quelqu'un qui est entier, qui est authentique et sincère, mais vraiment dans le fait que cette personne ne va pas essayer de copier un autre candidat. Quelqu'un qui commence un casting en me disant « Moi, j'ai un fort caractère, je suis sagittaire ou je sais pas quoi, ou j'ai le chant chaud, je suis italienne, je sais pas quoi », ça, pour moi, j'ai du mal. Après, le problème, c'est qu'il faut fournir, il faut avoir de la masse. Il faut avoir des gens en stock, entre guillemets. Je parle comme si c'était des produits, mais bon, voilà. Quelqu'un qui est dans le contrôle de l'image, ça va pas le faire. Ou quelqu'un qui nous refait encore ce qu'il a vu à la télé, parce que malgré tout, aujourd'hui, les gens sont matrixés. Donc, ils pensent avoir compris les filons de la télé. Donc, ils vont nous donner ce qu'ils pensent qu'on attend, en fait. Mais on l'attend pas du tout. Nous, on veut de la nouveauté. On veut pas avoir une deuxième Nabila, une deuxième Maëva Guénam, c'est pas du tout ça le but. Mais en gros, donc dans Les Princes de l'amour, qui est devenu Prince et Princesse, ils se sont dit tiens, on va prendre des héros déjà de télé-réalité, des gens que le public connaît, parce qu'on se dit que le public va suivre les aventures de ce candidat auquel il s'est attaché. Qui on présente en prétendant ou prétendante potentielle à ces personnes déjà connues ? Des gens qui potentiellement peuvent leur plaire. Voilà, avec des physiques avantageux pour la plupart, avec une situation ou pas, voilà, avec leurs différents critères. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas selon nos critères, on fait selon les critères de ces candidats. Parce que si on ne suit pas leurs critères, peut pas y avoir d'histoire d'amour, ils vont rester qu'entre eux et ça fonctionne pas. Et du coup, on a du mal à révéler de nouveaux persos.
Pour exister dans un programme, faire sa place, il faut faire couple ou multiplier les embrouilles. La télé-réalité rime désormais avec culture du clash. Tout est surjoué, gonflé. Les candidats deviennent des professionnels de la séquence. Les boîtes de production enchaînent les stimuli, ces éléments de script qui vont bouleverser une situation. Une activité aquatique à l'extérieur, un rendez-vous amoureux, une sortie en boîte de nuit. Comme tu as dit, ils connaissent les métiers, ils connaissent les ficelles, ils savent un petit peu ce qu'on attend. Donc parfois, eux se font un scénario entre eux ou commencent à planter des petites choses et ils font leur propre chemin. Et derrière, c'est compliqué pour les prods d'essayer un petit peu de les piéger, entre guillemets, pour qu'on revienne à quelque chose de réel, à des vraies émotions. Il faut les surprendre systématiquement. Ce qu'on a envie de voir dans une émission, c'est des histoires d'amour, des triangles amoureux, des clashs, du drama. Il faut qu'il se passe des choses parce que les voir comme ça, plan-plan, où tout le monde est gentil, dans ce type d'émission, on va s'ennuyer. Bref, donc typiquement, si on a envie que deux mecs ou deux meufs se mettent un peu sur la gueule pour un gars, on va peut-être dire 2-3 petites choses pour que la personne faut faire monter la mayonnaise. Ensuite, ça prend ou ça prend pas. Donc, c'est en ça mettre des graines. Là, je t'ai donné un exemple malsain, mais il y en a plein d'autres. Typiquement, pour créer une histoire d'amour, on va dire à la personne, elle t'aime bien, elle parle souvent de toi. Ah bon et tout? Bah oui, vas-y, je pense que là, faut pas que t'aies peur d'y aller, c'est le moment. Tu vois. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'en télé-réalité, on est obligé de faire des séquences, c'est qu'en termes techniques, on n'est pas assez. À titre d'exemple, tu peux avoir... sur des équipes édito, tu vas avoir le journaliste, 2 cadreurs et un ingé son. x2. Donc, c'est-à-dire que tu as 4 caméras en tout pour filmer une vingtaine de personnes en interaction. C'est pas possible. Donc, du coup, tu es obligé de dire, bon, voilà, là, il faut qu'un tel et un tel soient prêts parce qu'on va faire la séquence pour partir en activité. Et ensuite, on suit ces gens en activité. Et on va suivre d'autres personnes en activité. Mais ça veut dire qu'il reste potentiellement 15 personnes dans la maison qui ne font rien. Le temps long qui caractérisait le loft passe aux oubliettes. Maintenant, la télé-réalité ressemble à de la sitcom pour ados à l'eau de rose. Il y a une chose très importante, c'est qu'il faut laisser du temps aux choses. Angela Lorente, rédactrice en chef du loft et ex-productrice de télé-réalité. C'est-à-dire que si vous laissez 2 jours... pour un épisode, ou vous laissez 3 jours pour un épisode, par exemple Koh-Lanta, on tourne 2 épisodes, on en fait un épisode. Vous voyez, donc à ce moment-là, il y a des choses qui vont se passer vraies. Si dans une demi-journée, vous faites 2 épisodes, il n'y a rien qui est vrai. Parce que c'est impossible, on n'a pas le temps de vivre dans une demi-journée quelque chose de tellement intéressant pour en faire 40 minutes. C'est impossible. Donc vous êtes obligé de dire aux gens, fais ci, fais ça, gna gna. Donc plus rien est vrai. C'est un peu une des dérives d'une partie de la télé-réalité. Ça fait 9 ans que j'étudie la télé-réalité, que je parle de télé-réalité, d'influence, de pop culture, d'émissions de divertissement au travers de ma chaîne YouTube. Celui qu'on entend là, c'est Sam Zira, créateur de contenu spécialiste de la télé-réalité. Tous les mercredis en direct, il anime sur Twitch Aja pour, au jour d'aujourd'hui, le talk historique sur la télé-réalité en France et le monde de l'influence. Pour ses scoops et ses critiques acerbes du milieu, les candidats l'adorent et le détestent. Je le retrouve dans sa boîte de production à Paris pour parler du déclin de cette télé-réalité de vie collective qui a pollué nos téléviseurs de 2011 à 2022. Ça a forcément changé l'ADN des programmes à partir du moment où quand tu reprends des personnalités et que les années passent, ces personnalités par définition elles se professionnalisent, elles connaissent donc tous les codes. À partir du moment où tu connais tous les codes d'une industrie, tu perds l'authenticité, ça c'est factuel et c'est quelle que soit l'industrie. Donc la télé-réalité, elle est obligée d'évoluer avec ces codes qui sont aujourd'hui connus, avec les réseaux sociaux qui changent aussi les codes. Et j'ai l'impression qu'on est en train de traverser une période où les productions de télé-réalité se cherchent entre faut pousser la limite encore plus loin qu'on a pu le faire. C'est devenu pour beaucoup des acteurs, c'est pour ça d'ailleurs que dans certains contrats, il n'y a pas marqué candidat de télé-réalité, c'est marqué comédien. Acteurs, voilà, c'est-à-dire qu'ils les prennent pour faire des séquences et ça a été un secret de polichinelle pendant longtemps. Au bout de 10 ans, le public se lasse de ces candidats quasi-comédiens qui sont aussi devenus des influenceurs tout-puissants sur les réseaux sociaux, cumulant des millions d'abonnés.
En mai 2022, après 8 ans de diffusion, W9 déprogramme Les Princes et les Princesses de l'amour à quelques épisodes du grand final. Trop peu de téléspectateurs. Le 22 novembre 2022, Jérôme Fouqueret, directeur général du groupe M6, annonce la fin des Marseillais. Le recyclage permanent de candidats et de concepts fatigue les téléspectateurs. Mais ce n'est pas la seule raison qui participe au déclin du genre. À partir de 2021, des témoignages de candidates victimes de violences sexistes ou sexuelles intéressent enfin les médias institutionnels. Leur histoire révèle toutes les dynamiques sexistes de ce registre audiovisuel. Dans un rapport de 2020, le Haut Conseil pour l'égalité compare la télé-réalité à un bastion du sexisme. Des essayistes, comme la féministe Valérie Rey-Robert, s'en emparent sur les réseaux sociaux. Les tournages et scénarios mis en place plongent dans la culture du viol. Les candidates, hypersexualisées, sont obligées de se mettre en couple. Elles se font humilier par le groupe si elles ne dorment pas avec leur conjoint de l'aventure. La rivalité féminine est partout. La misogynie triomphe. En novembre 2021, Ilan Castronovo, un candidat emblématique du milieu, est visé par 2 plaintes pour viol. Des candidates évoquent un prédateur à l'origine de plusieurs agressions sexuelles. Pour Sam Zira, c'est MeToo qui a changé la donne. Les candidats problématiques à l'écran sont ceux qui donnaient le plus de visibilité au programme parce que c'est ceux qui étaient quasiment prêts à tout justement pour les séquences et parce que avant que les médias institutionnels s'emparent du sujet qu'est la télé-réalité au moment où il y a eu les influx voleurs, les accusations d'agression sexuelle, etc. Si tu veux, c'était un peu une zone de non-droit. C'était le Far West dans le sens où c'est pas grave, les médias de toute façon n'en parlent pas, Libération n'en parlera pas, Le Parisien n'en parlera pas, Marianne n'en parlons pas. Donc on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et à partir du moment où les médias institutionnels se sont dit mais en fait c'est pas moins intéressant, où il y a de la prévention aussi à faire, exactement comme au cinéma, exactement comme dans d'autres industries, et ben là ça a commencé à changer la donne. C'est-à-dire que le genre de la télé-réalité a commencé à être plus pris au sérieux et par le public, et par les médias, et par les producteurs de télé-réalité eux-mêmes. Parce que les codes qui fonctionnaient et qui plaisaient au public ne fonctionnent plus. Parce que ce qui faisait rire le public l'indigne aujourd'hui. Parce qu'un clash qui était très poussé, qui faisait rire le public, est aujourd'hui vu comme du harcèlement, comme du cyberharcèlement. Parce que les réseaux sociaux ont changé la donne et ont ringardisé la façon dont travaillent les producteurs de télévision. Alors pour se renouveler, les producteurs misent sur 2 opposés. Des programmes hyper bienveillants d'un côté avec le retour de la Star Academy et de Secret Story, ou des émissions rythmées par le clash permanent et l'omniprésence du sexe consenti et revendiqué avec Frenchy Shore. Je prendrai l'exemple de la dernière émission de télé-réalité qui inonde les réseaux sociaux, Frenchy Shore. À la limite de la pornographie, elle verse dans le trash et la vulgarité permanente. La ministre de la Culture s'inquiète de la limite de la pornographie. Elle demande à l'Arcom de s'en saisir au titre de la protection des mineurs précisément. Elle met le doigt sur un problème interne au gouvernement qui est l'encadrement de Twitter et l'encadrement des réseaux sociaux. Le problème n'est donc pas le programme.